Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne les travaux de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Les sénateurs auditionnent des représentants des branches françaises de Google ou encore Amazon, ces géants du net qui déclarent leurs revenus dans des pays où la fiscalité sur les entreprises est plus avantageuse. Ainsi, ils échapperaient en partie à l'impôt sur les sociétés ou encore à la TVA. Google France, selon des informations de l'Express, serait ainsi menacé d'un redressement fiscal de 100 millions d'euros pour des revenus non déclarés entre 2008 et 2010. Tout de suite, donc, direction la salle Clémenceau pour suivre ces auditions. Bon après-midi à tous. Mes chers collègues, nous accueillons M. Marc Mossé, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, et M. Jean-Marc Tassetto, directeur général, avec M. Olivier Espert, directeur des relations institutionnelles de Google France. Je vous rappelle, messieurs, que conformément au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 et 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vais vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Pour ce faire, vous allez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Monsieur Espert. Très bien. Je vous remercie. Donc, je vous propose de commencer l'audition par un exposé liminaire. Et après, vous répondrez aux questions du rapporteur et des autres membres de la commission. Notre rapporteur, M. Éric Bocquet. Je propose à M. Tassetto de commencer. La commune qui est à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre? Marquilly et ma commune. On a fait un petit clin d'œil, monsieur le rapporteur. Ah, c'est pour Tout ça. à fait par hasard. Je vais googliser ma commune, d'accord. Pas tout à fait par hasard. Très bien, ben, on va voir. Ben, on va apprendre des choses, c'est bien. Tout va bien. Sur la commune de Marquilly. C'est une publicité quand même nationale, monsieur le rapporteur, pour Marquilly. Merci. Alors, monsieur Tassetto. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous vous remercions de cette invitation devant cette commission d'enquête qui va nous permettre de mieux exposer la situation de Google France en toute clarté, en toute précision, et en particulier la raison d'être de Google France par rapport à l'organisation globale Google. Je dois dire que c'est la troisième fois que nous intervenons sur des sujets proches et nous sommes évidemment bien conscients de la nécessité d'échanger au maximum sur les enjeux liés aux impacts de la révolution digitale, qui a ceci de particulier, c'est que c'est une révolution extrêmement rapide et qui impacte l'ensemble des sujets. C'est donc une révolution structurante. J'ai souhaité que Olivier Espert, qui est directeur des relations institutionnelles de Google France, m'accompagne pour répondre aussi précisément que possible à vos questions. Nous le ferons dans la mesure de nos compétences et responsabilités au sein de Google France. Nous avons bien noté que le thème de votre commission d'enquête est la lutte contre l'évasion des capitaux et ses incidents sur la fiscalité. Nous y répondrons sous l'angle d'une filiale qui dirige des opérations en France, filiale d'un groupe international, c'est-à-dire que nous ferons un passage par nos enjeux de compétitivité technique, commerciaux et industriels. Je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je fais des conférences, c'est que Google est évidemment très bien connu par les utilisateurs. Dans son fonctionnement, je vais prendre quelques minutes, 5 exactement, pour expliquer notre entreprise et son fonctionnement. Vous savez que nous sommes une toute jeune entreprise. Encore une fois, cette révolution digitale, c'est aussi la révolution de la vitesse. Nous sommes nés en 98 en Californie, créés par 2 étudiants de Stanford, issus d'un brevet de propriété de l'université de Stanford. Et la mission de cette entreprise est de proposer aux internautes, via son moteur de recherche, des résultats les plus pertinents et les plus précis possibles. Cette entreprise californienne a vocation à construire des produits et des plateformes globales adressant des milliards d'internautes dans le monde et à chercher à élaborer un dispositif industriel le plus efficient possible. Il y a eu une révolution technologique, c'est le moteur de recherche de Google. J'y reviendrai rapidement au travers de ce petit clin d'œil sur les requêtes concernant les chambres d'hôtes à Marquilly. Il y a une révolution également dans le modèle économique, puisque vous savez que nous avons changé le modèle publicitaire.
Imaginez auparavant que vous êtes un commerçant ou un grand distributeur, vous achetez de la publicité à la radio ou dans la presse quotidienne régionale. Cette publicité, vous la payez a priori, quel que soit l'impact de la publicité. Le modèle publicitaire de Google, c'est l'inverse. Vous ne payez qu'au clic, c'est-à-dire à partir du moment où un prospect est rentré dans votre magasin. Donc imaginez le même distributeur qui paye ses spots à la radio, ses spots en affichage, à partir du moment uniquement où le prospect est rentré dans son magasin. C'est l'autre révolution du modèle Google. C'est ce que nous avons illustré rapidement. Donc il y a plusieurs dizaines de millions de requêtes, des milliards dans le monde, tous les jours en France. Nous avons pris cette requête chambre d'hôte Marquis, monsieur le rapporteur. Vous voyez s'afficher au-dessus, vous le voyez un peu moins bien, 2 ou 3 emplacements privilégiés avec des liens en vert sur des sites web de personnes qui possèdent des chambres et des chambres d'hôtes, la Petite Sens, l'Encarderie, avec des numéros de téléphone. Et vous avez à droite 11 emplacements de même nature. C'est comme dans un magasin physique, les 3 emplacements qui sont au-dessus, pensez un peu aux allées, aux gondoles en allée centrale, c'est vraiment l'emplacement premium privilégié. Et à droite, c'est un peu les têtes de gondole. Et nous vendons donc ce que nous appelons des liens sponsorisés, c'est-à-dire la possibilité pour des annonceurs via leur site web de répondre à la question « Je cherche une chambre d'hôte à Marquis ». C'est une révolution considérable puisque c'est un paiement au clic et pas a priori. On maîtrise totalement le budget. Vous pouvez d'ores et déjà, dès cet après-midi, créer une campagne pour 1 €. Il vous suffit d'une carte bancaire, de vous inscrire en ligne. Et il n'y a aucune condition de sortie. C'est-à-dire que si vous avez 1 € à investir, vous investissez 1 €, vous sortez à tout moment. J'insiste sur ce point parce que, et c'est ce qui m'a surpris en rejoignant le groupe Google il y a 1 an et demi, venant de grands groupes industriels français, c'est que nous traitons en grande partie les relations avec des PME, avec des artisans, avec des commerçants qui découvrent avec ce modèle un modèle de coût publicitaire variable, c'est-à-dire que je ne paie que quand je gagne, puisque je connais la marge que je fais sur une chambre d'hôte. Donc si j'ai 100 clics et que je vends une chambre pour 100 clics, je sais que je fais 20 € par exemple de marge et je peux donc définir mon budget. C'est aussi la deuxième révolution du modèle Google. Pour servir ce modèle global, c'est-à-dire des produits à l'utilisation gratuite, le moteur de recherche, Gmail, Google Earth, Google Maps, l'ensemble de nos produits gratuits pour l'utilisateur, nous faisons financer ces produits par la publicité selon le modèle que je viens de vous décrire. Donc le schéma industriel de Google, ce sont des produits globaux conçus par des ingénieurs, essentiellement en Californie, pensés pour l'ensemble des internautes. Un dispositif industriel pour servir les annonceurs. Ce dispositif a son centre de gravité à Dublin. Nous avons à Dublin un peu plus de 2000 collaborateurs qui servent des annonceurs allant de la Russie à l'Afrique du Sud. Donc j'insiste sur ce point puisque l'implantation industrielle à Dublin correspond à des critères évidemment techniques, des plateformes qu'on cherche à rendre les plus efficientes possibles. L'attractivité du pays. Nous avons des jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'université, les meilleurs d'Europe, qui traitent en ligne des annonceurs et la possibilité de servir à l'échelle ces annonceurs. Parce que cette révolution est très technique, parce que nos produits sont assez compliqués, dans certains pays, les principaux pays, grands pays, c'est une quarantaine de pays pour Google, nous avons des équipes locales qui sont des équipes de support, et ce sont ces équipes locales que je dirige, de support pédagogique, didactique et de support également marketing. Vous avez pu voir par exemple à la télévision la publicité pour notre produit Chrome. Ces équipes locales de support traitent en France à peu près 500 groupes. Nous sommes organisés en 9 secteurs industriels. Ce sont des équipes qui sont chargées d'évangéliser, d'accompagner les grands groupes industriels, de l'automobile, de la finance, des télécoms, de la grande distribution, de la grande consommation. Donc je souhaitais en quelques minutes vous décrire ce schéma industriel. Il y a évidemment un volet fiscal à notre implantation à Dublin en Irlande, qui n'est qu'un des éléments du choix du dispositif industriel de Google. L'organisation que
que vient de décrire Jean-Marc. Elle répond à un enjeu de concurrence qui est très fort sur Internet et de compétitivité entre les différents pays. Sur Internet, on a coutume de dire que la concurrence est à un clic. Pour changer de site, c'est un clic. Donc un environnement très, très ouvert où Facebook, Microsoft, Amazon, Apple sont autant de concurrents potentiels sur les différentes activités de Google. Et donc dans ce contexte, Google se doit d'être vigilant en termes de concurrence dans tous les domaines, y compris fiscaux. Et dans le domaine fiscal, Google respecte naturellement les règles françaises et européennes, mais veille tout aussi naturellement à être compétitif par rapport à ses concurrents, afin de dégager les mêmes ressources d'investissement dans la R&D, dans l'innovation, pour proposer des nouveaux produits et de nouvelles applications au fil du temps. On consacre une part importante, le groupe consacre une part importante de ses ressources à la R&D, à la recherche et développement. En 2011, c'était 5,1 milliards de dollars au plan mondial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une part significative de cet investissement qui a été réalisé en France et qui est réalisé en France, en particulier depuis 2 ans. Un centre de recherche et développement, un centre d'ingénieurs a été créé à Paris. Un institut culturel a été basé à Paris, un institut qui a une vocation mondiale. C'est une équipe d'ingénieurs qui travaille sur des projets culturels visant à, grâce aux technologies du numérique, de l'Internet, à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel français, européen et mondial. Il a une vocation mondiale depuis Paris. C'est par exemple, une des réalisations, c'est par exemple le Art Project. C'est un projet qui vise qui permet aux internautes de visiter à distance les musées les plus prestigieux dans le monde et qui permet aux internautes de visualiser leurs œuvres à distance. En France, c'est par exemple le château de Versailles, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly, le château de Fontainebleau ou le château de Chantilly qui bénéficient déjà de ce projet. Dans le domaine de la recherche universitaire, il y a également un investissement important de la part de Google. En 2011, un partenariat a été noué avec le CNRS, avec 5 laboratoires du CNRS à travers la France, dans le domaine de l'optimisation mathématique. Et puis dans des domaines non scientifiques, on a par exemple créé récemment, avec HEC, une chaire universitaire dédiée au métier de l'Internet. Et enfin, troisième volet d'investissement, c'est dans le domaine du soutien aux start-up et aux entrepreneurs. Google a contribué au lancement du premier accélérateur de start-up Internet en France, situé à Paris, qui s'est baptisé Le Camping, porté par l'association Silicon Sentier. C'est un programme de coaching où des promotions d'entrepreneurs de l'Internet passent 6 mois pour développer, accélérer leurs projets. Alors ce qui est important de souligner, c'est que ces investissements de Google interviennent à un moment clé du développement du secteur Internet français, de l'économie numérique française. En 2011, le cabinet McKinsey a publié une étude d'impact sur l'impact de l'Internet sur l'économie française. Il a estimé qu'en 2009, Internet représentait 3,2% du PIB et que sur les 15 dernières années, c'est un secteur qui a créé en emploi net 700 000 emplois. Donc en net, y compris les réallocations d'emplois. Mais surtout, l'étude souligne que la France était un tournant dans la mesure où elle estime que d'ici 2015, Internet va passer à 5,5% du PIB et créer 450 000 emplois supplémentaires nets, toujours. Au total, alors Google n'est pas né en France et on ne peut que le regretter, mais l'entreprise, c'est ce que j'ai voulu vous montrer, contribue significativement à l'essor d'un écosystème numérique français qui est créateur de valeur nette pour l'ensemble de l'économie en termes de croissance et d'emploi. Dans d'autres pays, cet apport de l'Internet à l'économie est plus important. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est 7% du PIB versus la France, 3,2%. Ça montre les perspectives en termes de croissance et d'emploi que recèle ce secteur Internet, et ça milite en faveur d'une politique du numérique volontariste. De ce point de vue,
l'ouverture et la transversalité des travaux de votre commission sont très importants. À l'occasion de cette audition, vous le voyez, on a souhaité mettre l'accent sur l'impact de l'Internet sur l'économie française et ainsi partager avec vous la même conviction que nous avions partagée lorsqu'une taxe sur la publicité sur Internet avait été votée fin 2010, à savoir que il serait injustifié et néfaste de singulariser le secteur Internet. Néfaste parce que ça risquerait d'impacter la compétitivité et l'attractivité de la France pour les entrepreneurs et les investissements d'entreprises telles que Google, et injustifié parce que les questions de fiscalité ne sont certainement pas spécifiques au secteur de l'Internet. Voilà, je vous remercie, puis on sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc je passe la parole à M. Marc Mosset de Microsoft. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, membres de cette commission d'enquête. Je vous remercie à mon tour de bien vouloir entendre notre société. J'espère vous apporter les éclairages que vous souhaitez, en tout cas dans le cadre de votre mission, et je serai dès après ce propos introductif à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions, dans la mesure, effectivement, moi aussi, de mes compétences sur ces sujets-là. Rapidement, vous verrez un certain nombre peut-être de similitudes entre nos propos. Je voudrais juste rappeler que nous sommes en France depuis bientôt 30 ans. C'est bientôt en 83 que notre société a été créée, qui est en 75 pour Microsoft au niveau mondial. Et depuis cette époque-là, nous sommes engagés à travailler au renforcement de l'industrie logicielle française et à son écosystème, puisque notre premier métier, notre métier d'origine, c'est celui d'être éditeur de logiciels, ce qui couvre à la fois les logiciels du monde grand public, les logiciels professionnels, le jeu vidéo, qui est aussi du logiciel de loisir, mais aussi de l'activité Internet, qui passe par de l'algorithme, qui, à certains égards, est également du logiciel. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que cette présence en France traduit un ancrage pour une démarche partenariale de long terme, et j'insisterai sur cette dimension de long terme, qui explique et permet de comprendre l'organisation juridique et fiscale à travers laquelle nous sommes présents dans notre pays. Quelques chiffres qui sont, me semble-t-il, assez éclairants. Microsoft en France, aujourd'hui, c'est à peu près 1700 collaborateurs. Qui sont à la fois dans Microsoft France, l'entité agent commissionné qui est présent sur le territoire, Microsoft France R&D que nous avons créé en 2009, MusiWave qui est une entreprise PME française que nous avons acquis et qui a été intégrée dans le groupe Microsoft, et également le siège international de Microsoft, fonction de support à cet instant, l'ensemble étant situé dans le Grand Paris, à Issy-les-Moulineaux pour être plus précis. Microsoft, et cela vient d'être dit, c'est très important dans le domaine du numérique, est une entreprise qui fonctionne avec un écosystème. Une étude IDC, qui est un institut indépendant qui est régulièrement produite, montre que l'écosystème Microsoft génère environ 75 000 emplois indirects. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'intégrateurs, de sociétés de services, de revendeurs, mais également d'éditeurs de logiciels qui développent des solutions à partir de nos plateformes technologiques. C'est un élément tout à fait important. Ça représente à peu près 11 500 partenaires qui sont dans cet écosystème. Un autre élément tout à fait essentiel, gentiment à Jean-Marc Tassetto, peut-être que nous n'avons pas fait la recherche sur le même moteur de recherche, mais s'agissant de l'aide aux start-up, il se trouve que depuis 2005, nous avons créé un mécanisme d'aide et de soutien aux start-up, donc depuis bien longtemps maintenant, et ce mécanisme qui s'appelle BizSpark, pour l'anglicisme, c'est l'étincelle du business, BizSpark, a permis d'aider 1090 start-up qui ont créé, peu ou prou, 7 000 emplois indirects qui vont de la toute petite start-up à la PME qui a 200-250 salariés. À cet égard, je voudrais donner quelques exemples parce que ce sont des exemples tangibles. Criteo, ça fait partie des grandes start-up, qui est un leader mondial de méthodologie de publicité sur Internet. Kobojo, qui a été fondé en 2008 et qui est un leader européen du jeu social online. Commerce Guy, qui est un... Désolé pour les titres, spécialiste du e-commerce en open source et dont la solution est utilisée par plus de 10 000 sites dans le monde, ou Xbrainsoft, qui est créateur de l'application NG et qui a été développé avec Euratech
à Lille, avec des partenaires historiques de Microsoft. Enfin, quelques exemples, on pourrait multiplier, puisqu'il y en a 1090. Ces start-up et ces PME révèlent quelque chose de tout à fait essentiel qui vient d'être indiqué, c'est que l'écosystème français du numérique est très fort. Et tout l'enjeu sur lequel nous sommes engagés, c'est effectivement de faire en sorte qu'il puisse se développer et de façon durable, de façon pérenne. Et ça commence très tôt. J'ai cité Kobojo. Kobojo est un excellent exemple parce que Kobojo, avant même d'être dans le programme BISPARC, était dans un autre programme que nous avons monté qui s'appelle Imagine Cup, qui est une compétition mondiale des écoles. Et ces écoles développent des solutions tournées vers la résolution de problèmes de société. Cette année, Cap Street, qui est porté par 5 écoles de la région toulousaine, développe un logiciel pour les personnes handicapées pour qu'elles puissent trouver les meilleurs parcours dans la ville en fonction de leur handicap, qu'elles puissent visiter les sites, certains musées, en ayant les possibilités d'accessibilité les meilleures. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis la création de Imagine Cup, cette compétition mondiale, c'est plus de 100 000 étudiants par an. En 2003, eh bien la France, les écoles françaises, sont celles qui ont reçu le plus de médailles. 23 médailles, dont 9 d'or. Donc ce sont les jeunes Français qui sont en tête de la compétition devant les Chinois. On pense souvent, voilà, c'est ailleurs que se passe le développement logiciel. Eh bien non, ce sont des jeunes Français qui gagnent à chaque fois. Et Kobojo, qui est maintenant une start-up, une PME, est né dans Imagine Cup. Un autre exemple tout à fait essentiel, c'est le partenariat qu'on a créé en 2005 avec l'INRIA, que vous connaissez bien, qui est un établissement public de recherche fondamentale. Ce partenariat, sur le plateau de Saclay, est un partenariat qui est dédié à 4 enjeux clés de l'industrie numérique et au progrès scientifique: sécurité, fiabilité des logiciels, intelligence artificielle, visualisation des données et traitement d'images et de vidéos, ainsi que le fameux cloud computing, l'informatique en nuage. C'est un laboratoire de recherche fondamentale qui comporte 50 chercheurs. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des laboratoires les plus réputés dans le monde par rapport à ces sujets. Il publie dans toutes les grandes revues et dans tous les grands colloques. Ce qui est également important et intéressant, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, c'est que dans le cadre de ce partenariat, les résultats des travaux de recherche sont sous licence ouverte. Autrement dit, tous les résultats qui peuvent être faits dans le cadre de ces travaux sont sous une licence Cécile B, qui a été conçue par 3 établissements publics français, le CNRS, l'INRIA et le CEA. Et cela conduirait tout simplement à ce que, si des résultats peuvent être exploités, l'INRIA peut tout à fait le faire en créant, pourquoi pas, une start-up, et il aura la possibilité d'utiliser la licence ouverte dont il s'agit. Les résultats ne sont pas la propriété exclusive de Microsoft en aucune façon, et donc ça veut dire qu'il y a des actifs qui, via ce laboratoire, vont pouvoir demeurer en France et participer peut-être de certains développements via l'INRIA. C'est un partenariat que nous avons renouvelé en 2009 pour 4 ans, et je veux dire les choses très simplement. Nous versons depuis la création 1 250 000 € par an dans ce laboratoire commun, dont les résultats, encore une fois, sont ouverts. Dernier exemple par lequel je voudrais terminer ce premier tour d'horizon de notre organisation, c'est MusiWeb. C'est une PME française qui travaillait dans la mobilité technologique, et cette PME de 170 personnes a été acquise par Microsoft, et, chose intéressante, avant que nous ne l'acquérions, elle bénéficiait du crédit impôt recherche. Cela nous a incité à la conserver en France, à la localiser en France et à continuer à la développer. Cela étant, je dois dire que depuis son intégration, nous n'avons pas redemandé de dossier de CIR. C'est intéressant parce que ça a été un élément déterminant dans le fait que cette entreprise a pu se créer et se développer. Cela a attiré notre regard. Nous avons concentré depuis notre effort sur la réussite de son intégration, et depuis, nous continuons à recruter des ingénieurs de très haut niveau. Et cette structure au sein de Microsoft Corporation, mais localisée en France, développe pour le monde entier des parties conséquentes de notre plateforme de divertissement. Dernier point, puisque j'évoquais le crédit impôt recherche, l'INRIA, si l'on se réfère à l'article 49 septies F, appendice 3 du Code général des impôts, s'agissant de recherche fondamentale, a des projets qui seraient éligibles au CIR. Depuis 2005, je vous disais que nous avons abondé ce laboratoire commun. Nous n'avons présenté qu'un dossier pour l'instant en termes de CIR, c'est en 2011, pour un montant qui pourrait, si le dossier était avalisé, représenter 540 000 €. Mais c'est le premier dossier que nous représentons pour un versement d'1 250 000 € par an. Et encore une fois, qu'est-ce qui a commandé? Ce n'est pas des raisons fiscales ou d'optimisation indue, c'est juste que ce sont les résultats scientifiques d'un comité scientifique, puisque dans ce laboratoire commun, il y a des chercheurs de l'INRIA et des chercheurs de Microsoft Research
Cambridge et Microsoft France R&D qui y siègent. Voilà quelques exemples qui permettent d'ailleurs au détour de dire que le crédit impôt recherche est un véritable outil d'attractivité pour la France, à condition qu'il soit utilisé à bon escient et pour des réalisations véritables. Voilà, sur ces éléments-là, je terminerai par expliquer que, évidemment, l'organisation juridique et fiscale tient compte de cette réalité. Nous sommes effectivement Microsoft France pour la partie de promotion des ventes, une SAS créée depuis 1983. À cet égard, effectivement, nous sommes en relation avec MIOL, qui est notre Microsoft Ireland Operation Limited, qui est l'acteur de centralisation des opérations en Irlande. Nous sommes son agent commissionné en France, son agent commercial, puisqu'évidemment nous réalisons des opérations de promotion des ventes, des opérations d'information sur de nouveaux produits, d'offres auprès des grossistes et des partenaires, ou encore d'activités effectivement de consulting, de SS2I ou de maintenance. La réalité, c'est que Microsoft Ireland est l'acteur qui centralise pour toute l'Europe les activités de production. Et Microsoft Irlande est également copropriétaire des droits de propriété intellectuelle de développement sur les logiciels. Pour le dire autrement, d'un point de vue du cadre juridique et fiscal, les risques afférents au marché, les risques de développement, c'est MIOL qui les prend. Je donnerai un simple exemple pour le comprendre, même deux, dont l'un fera sans doute discussion par la suite. Le premier, c'est la Xbox. Vous savez, on est dans les consoles de jeux. Lorsqu'en 2001, Microsoft Corporation prend une décision stratégique d'entrer sur ce secteur, ce segment, en se disant peut-être que d'ici quelques années, dans le salon de chaque particulier, la console de jeu jouera un rôle peut-être d'ordinateur domestique, eh bien, il faut se lancer sur ce marché qui était occupé par Sony, Nintendo. Donc pendant des années, on a développé sur ce terrain-là à perte. C'était une activité non profitable. Et pour autant, Microsoft France, agent commissionné, ne supportant aucun risque de marché, a, au titre de la commission, payé des impôts sur une activité qui était déficitaire. Le risque de marché, le risque de développement était pris par la corporation et par MIOL, Microsoft France n'étant que l'agent commissionné à cet instant. On pourrait prendre évidemment le même exemple avec nos activités online. Jean-Marc Tassetto gentiment nous citait parmi les moteurs de recherche. Je dois avouer que, je ne sais pas si ça lui fera plaisir, mais que nous n'avons qu'entre 2 et 3% de part de marché à cet égard. Nous sommes bien petits à côté d'un acteur dominant sur ce marché. Il n'en demeure pas moins que cette activité et ces publics qui est déficitaire au niveau mondial nous permet cependant, du fait du statut d'agent commissionné, de payer des impôts en France alors même qu'elle est non profitable et déficitaire. C'est un mécanisme qui, parce que nous ne prenons pas le risque, Microsoft France, de risque de marché, de risque de développement, nous permet cependant d'assumer et d'assurer un minimum de rentrée fiscale. Et pour le dire là encore librement, nous avons fait l'objet depuis, je crois, 1996 de contrôles fiscaux par l'administration française. D'autres dans le monde, toutes ont validé le prix de transfert que nous avons mis en place. La mission française continue, mais la Cour administrative d'appel de Versailles, le 16 février 2012 a validé notre méthode de calcul. Cela étant, voilà, nous avons un dialogue ouvert avec l'administration fiscale française sur ce terrain-là. Pour dire les choses, il est tellement ouvert que nous sommes un peu comme Héloïse et Claire de Jean-Jacques Rousseau, dont les cœurs étaient transparents l'une à l'autre. Il n'y a plus de secret ni pour eux ni pour nous. Et nous avons ce dialogue qui, encore une fois, est fondé sur une réalité de marché, une réalité organisée qui reflète, et c'est tout à fait essentiel, l'importance que nous accordons à l'écosystème français, tout en ayant un cadre juridique et fiscal qui corresponde à une réalité d'organisation de l'entreprise au niveau mondial, en Europe et en France. Merci. Très bien, je vous remercie. Je passe la parole à notre rapporteur. Alors. Oui, Monsieur Mossé, je vais commencer par ce avec quoi vous avez terminé, mais je crois savoir que votre entreprise a remporté un procès récemment qui l'opposait à l'administration fiscale française. Pouvez-vous nous indiquer de quel litige il s'agissait exactement? Il s'agissait tout simplement de la méthode de calcul du prix de transfert. Et la Cour administrative d'appel, confirmant le tribunal administratif de Paris, a confirmé que la méthode de calcul était la bonne. Et donc quel était l'objet du contentieux? C'est l'administration fiscale qui contestait la méthode de calcul. D'accord. Sur un plan plus général, est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, présenter votre implantation à l'échelle internationale, c'est-à-dire tous les pays ou territoires dans lesquels vous êtes implanté,
les activités que vous y menez, le nombre de salariés que ça induit, le chiffre d'affaires, enfin un peu l'état des lieux de chacun de vos groupes, s'il vous plaît, pour démarrer. Très bien. Donc pour démarrer, Google, le chiffre d'affaires Google. Vous souhaitez? Très bien, parfait. Donc le chiffre d'affaires de Google globalement d'un peu moins de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 33 000 collaborateurs, dont une très forte proportion d'ingénieurs basés en Californie de façon dominante, avec quelques implantations, en particulier en Europe, de centres de recherche et développement. Nous avons une grosse implantation à Zurich, avec à peu près 1000 ingénieurs, et quelques implantations significatives, notamment Londres et Paris, qui devient, comme Olivier l'a souligné, un centre de recherche et de développement qui nous permet de fixer des ingénieurs français, puisqu'il y a, monsieur l'a rappelé, il y a quand même une filière d'ingénieurs français brillante. Il y a une French Connection chez Google en matière d'ingénieurs, donc on arrive à en fixer une bonne partie à Paris, et nous attirons également à Paris des ingénieurs étrangers qui travaillent encore une fois sur des sujets globaux, notre operating system Android, Chrome, la plateforme YouTube, l'amélioration de la visualisation des données, qui sont des sujets qui réclament des compétences mathématiques de très haut niveau. L'implantation plus spécifiquement par pays, donc par exception, Google a des équipes support dans les pays. Ce n'est pas le modèle dominant, puisqu'il y a moins de pays avec des équipes support qu'il y a de pays qui travaillent globalement avec Google. C'est le cas pour les grands pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe continentale jusqu'à la Russie. Nous avons en France, au sein de la SARL Google, qui agit donc en support de l'activité commerciale de Google Irlande, un peu plus de 150 collaborateurs. Et nous avons à Paris un peu plus de 400 collaborateurs Google, dont une partie liée à l'Institut culturel, qui devient d'ailleurs un institut mondial, parce qu'on a cité des musées français, mais nos ingénieurs viennent de finir la digitalisation des archives de Nelson Mandela, et nous travaillons sur des grands projets mondiaux. Donc c'est aussi une chance d'avoir à Paris. C'est le seul endroit au monde où Google a un institut culturel. À Dublin, je vous l'ai dit, donc à Paris, nous couvrons à peu près nous intervenons en support d'à peu près 500 groupes industriels, en sachant que Dublin traite pour la France à peu près 60 000 annonceurs. Des plus importants, les grands groupes industriels que j'ai cités, aux plus petits blogueurs qui achètent pour quelques euros de la visibilité sur Internet. Donc le modèle à Dublin, c'est une implantation d'un peu plus de, 2000 collaborateurs de toute nationalité. D'ailleurs, je me permets si vous en avez l'occasion de venir visiter, comme l'ont fait certains sénateurs, notre plateforme de Dublin pour bien comprendre le schéma industriel. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous êtes évidemment les bienvenus dans ce souci d'information et de transparence. Il y a un accord entre la SRL Google France, signé en 2004, et Google Irlande, qui couvre l'activité de support, de marketing, de pédagogie, d'évangélisation du marché français. Et pourquoi ce choix de l'Irlande dans l'implantation du siège? Quelles étaient les motivations initiales de ce choix? Les choix d'implantation de plateformes sont souvent, comme vous le savez, multicritères. La première, c'est l'environnement. Un gouvernement stable, ce n'est pas discriminant pour ce qui concerne l'Irlande, mais enfin c'est un des critères. Un environnement économique et un écosystème important. Je dois dire que la présence de grands groupes comme Microsoft, mais de grands groupes bancaires, pharmaceutiques, télécoms, dans cet écosystème irlandais a participé du caractère rassurant de l'implantation d'une plateforme technique-technologique. L'aptitude à attirer 2000 collaborateurs, qui sont des collaborateurs de moyenne d'âge de 28-30 ans, qui sont en âge de fonder des familles, d'avoir des enfants, donc il fallait l'ensemble, et évidemment la dimension fiscale. Et de quelle nationalité les collaborateurs ils couvrent, encore une fois, de la Russie à l'Afrique du Sud. Donc quand vous êtes sur des plateaux qui traitent en ligne les annonceurs, vous avez, c'est très, très spectaculaire, c'est une espèce de tour de Babel, vous avez les drapeaux français, polonais, portugais, irlandais, roumains, africains, sud-africains, français, j'ai cité français bien entendu, pour dire que les Français ne représentent qu'une partie de ces 2000 collaborateurs. Donc c'est un choix
dans lequel il y a évidemment eu une dimension fiscale, en particulier liée à l'IS, puisque notre activité est de façon dominante une activité d'entreprise à entreprise, donc nous n'étions pas jusqu'à présent concernés par les sujets de TVA, mais c'est pour ça que j'ai pris peut-être un temps un peu long pour décrire le schéma industriel, c'est-à-dire encore une fois l'implantation à Dublin correspondait à des critères multi-choix, dont la fiscalité. Vous voulez faire une présentation ? Oui, sur les mêmes, en espérant que je vais avoir tous les chiffres en tête. Donc Microsoft au niveau mondial, c'est 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a plus de 90 000 salariés. 36 000 sont des développeurs. Ce n'est pas indifférent parce que c'est un modèle industriel qui est fondé sur l'innovation, la recherche et le développement. 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise au niveau mondial est consacré à la R&D. Il y a 3 ans de ça, pour le dernier classement, je crois, je ne veux pas dire une bêtise, que nous étions tous secteurs confondus, le premier groupe en termes de dépenses de R&D au niveau mondial. Après quoi, il y a une organisation par région que j'évoquais rapidement dans mon intervention liminaire, avec 3 pôles de centralisation pour la production et la contractualisation. Il y a Singapour pour l'Asie-Pacifique, il y a les USA pour les USA, l'Amérique du Sud et le Canada, et MIOL, Microsoft Airline Operation Limited, pour la zone IMIA. Et donc à cet égard, Microsoft France, comme les autres filiales de la zone IMIA, sont des agents commissionnés de MIOL avec le même mécanisme qui s'applique et qui a été validé dans tous les pays. Effectivement, à cet instant, nos clients français qu'on contracte avec MIOL, il y en a, j'ai noté le chiffre avant de venir, du coup, parce que j'étais pas sûr, 29 000, il y en avait en 2009, 29 713, voilà, qui contractaient avec MIOL, Microsoft France n'ayant à cet instant qu'une activité en tant qu'agent commissionné, de promotion, de présentation des offres, de maintenance, de support technique. Donc cette activité qui est définie dans le cadre de notre relation avec MIOL, étant entendu, encore une fois, que pour les activités de R&D que j'ai pu citer, il y a une structure ad hoc qui a été créée qui s'appelle Microsoft France R&D pour permettre de développer les investissements que l'on a évoqués. Il a été donné comme indication dans des articles de presse fréquents que Google, je reviens à vous, avait une entité aux Bermudes. Si vous confirmez, quelle est l'activité de cette entité et quelles sont les motivations, quel est ce choix d'implantation également sur les Bermudes concernant Google? Enfin, c'est difficile pour nous de confirmer ou d'infirmer. Dans l'organisation qui a été décrite par Jean-Marc, on est en contact avec soit Google Irlande, soit la maison mère aux États-Unis, en Californie, dans la Silicon Valley, pour tout ce qui est développement de produits, conception de nouveaux produits. Question suivante, concernant la fiscalité du commerce électronique qui est revenue souvent dans la Commission, puisque c'est une nouveauté des échanges commerciaux aujourd'hui, et donc il y a des incidences bien sûr sur la fiscalité. Quelle est votre analyse du processus de réforme de la TVA, ainsi que de l'imposition des bénéfices au niveau européen et international, et quelles incidences concrètes anticipez-vous pour votre entreprise et votre secteur d'activité? Je répondrai en temps de parole au niveau de mes 2% de part de marché. Nous restons vigilants parce que quand Microsoft a 2% de part de marché, les choses vont tellement vite. Le premier, quelques éléments. Le e-commerce en France, c'est, même si la FEVAD a publié des chiffres récents en disant que le e-commerce avait progressé de plus 27%, on n'en est quand même qu'à 40 milliards d'euros, à comparer à 100 milliards d'euros en Allemagne et 100 milliards d'euros au Royaume-Uni. Donc un de nos enjeux, à nous en particulier les équipes support en France, c'est comment peut-on faire pour que cet écosystème des e-marchands soit e-marchand pur. Je pense à un Spartoo qui a créé une 60aine d'emplois à Grenoble, je pense à Sarenza qui a une plateforme logistique à Beauvais, se développe
encore plus rapidement. L'enjeu lié au développement et au rattrapage de la situation du e-commerce en France par rapport aux pays du nord de l'Europe, qui en termes d'impact du digital à l'économie, impact du e-commerce, nous montre un peu la voie et le chemin, si je le dis positivement. On a tout un tas de bonnes nouvelles devant nous au regard du e-commerce, et je pense à l'impact économique, je pense à une partie des 450 000 emplois nets à créer, et je pense à la TVA collectée par les acteurs du e-commerce. Donc un des sujets pour nous, c'est comment on libère et comment le cadre fiscal et juridique libère cette énergie et libère cet enjeu. Une incidente sur les emplois, on ne parle pas uniquement là d'emplois d'ingénieurs, de techniciens de haut niveau, on parle également d'emplois de manutentionnaires dans des plateformes logistiques qui mettent dans des boîtes des produits qui vont être livrés. Donc il est absolument fondamental que le cadre fiscal et juridique libère ces énergies au service de la croissance. Bon, vous voulez compléter ? Oui, rapidement sur un point. S'agissant du e-commerce, j'irai un peu plus loin parce que je pense qu'il y a une dimension tout à fait essentielle qui ne doit pas être négligée et qui est vraiment importante pour le développement de l'économie numérique en France, mais au-delà de l'économie tout court, c'est le développement du cloud computing, l'informatique en nuage. Je crois que c'est tout à fait essentiel parce que c'est une opportunité pour beaucoup d'entreprises, soit du numérique, d'accéder à de la puissance de calcul pour se développer, soit pour des entreprises qui ne sont pas du tout dans ce secteur-là, d'accéder à des marchés, y compris à l'international, à des coûts beaucoup moins élevés qu'elles ne le pourraient si elles devaient investir dans des serveurs, dans des infrastructures qu'elles n'auront pas besoin d'aller acheter pour installer chez elles, mais qu'elles pourront utiliser via les offres d'un certain nombre de prestataires. Et cette dimension-là est tout à fait essentielle parce que c'est un accélérateur de croissance et un accélérateur de création d'emplois. Et ça, c'est un élément essentiel qu'il ne faut surtout pas pénaliser si on a une réflexion à cet égard. Je pense que la réflexion sur je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais la fiscalité du numérique en général doit prendre en compte toutes ces dimensions-là. Ça ne se limite pas au e-commerce, qui est une partie importante, mais au-delà du e-commerce, il y a toute cette possibilité de créer des plateformes technologiques à partir desquelles on peut soit développer des start-up, c'est le modèle que j'évoquais, Bisparck depuis 2005, soit tout simplement de permettre à des PME françaises qui sont en général sous-équipées en matière d'accès au net et au développement de leurs plateformes technologiques, d'accéder à quelque chose qui leur permet de se développer sur le marché international. Et cette dimension-là doit être prise en compte. Pour le reste, c'est cette question qui est une question légitime qui est posée par plusieurs parlementaires depuis un moment. J'allais dire, la réponse revient au Parlement et au gouvernement en la matière, et s'il y a des travaux d'harmonisation fiscale européenne, ils se feront, et évidemment nous rentrerons dans ce cadre-là sans difficulté. S'agissant de Microsoft, encore une fois, l'essentiel de notre activité, c'est de la production via l'édition de logiciels, et même avec une activité déficitaire, nous payons des impôts sur cette partie-là de notre activité. Justement, à ce propos, en cas d'évolution de la fiscalité dans les différents pays où vous êtes implantés, qui pourrait peut-être se traduire par un alourdissement de la charge fiscale, on évoque parfois le cas de l'Irlande, qui connaît une situation économique très difficile et dont on ne sait où ça va atterrir quelque part. Est-ce que ça pourrait entraîner chez vous une réorganisation territoriale complète au sein de vos deux groupes ? Dans la mesure où nos choix sont dictés par une recherche permanente de compétitivité, il est évident que les décisions prises, et dans la mesure où cette révolution digitale va extrêmement vite, il est évident que si les dispositifs changent, il est dans notre responsabilité, moins à niveau local, mais plus sérieusement Google Inc., d'adapter ces dispositifs industriels aux opportunités industrielles, techniques, commerciales et fiscales. Ce qui me permet, vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, de considérer que ces sujets-là sont des sujets d'harmonisation fiscale européenne et qu'à l'inverse, dans notre préoccupation locale, le fait de ne pas dégrader la compétitivité fiscale de la France à l'aune de ces enjeux d'implantation nous semble extrêmement important. On aurait pu rêver d'avoir la plateforme des 2000 collaborateurs dublinois en France. Dans les critères que j'ai cités, il y a un certain nombre de critères qui correspondaient parfaitement à l'écosystème français. Malheureusement, pas le critère fiscal.
Concernant le crédit d'impôt recherche qui a été évoqué, quel montant cela a représenté pour vos deux groupes, s'il vous plaît, vous le savez? Enfin, aujourd'hui, rien. La première demande a été faite pour l'année 2011, s'agissant du laboratoire de recherche fondamentale, par Microsoft France et R&D concernant les travaux de recherche au sein du laboratoire commun. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de versement. Il y a un dossier qui est en cours, mais il n'y a pas eu de bénéfice tiré. Mais à cet égard, et je rebondis sur ce que vient de dire M. Tassetto, je crois que c'est tout à fait essentiel parce que je prenais l'exemple de MusiWave, je prends l'exemple des investissements qu'on attire chaque année sur ce laboratoire commun de Microsoft Corporation. Le crédit impôt recherche a vraiment joué un rôle. D'abord, c'est un mécanisme qui est ancien, depuis 1983, donc il n'est pas né d'hier. Il a connu des évolutions. Il est évident qu'on doit en faire un usage à bon escient et que ça ne doit pas servir à de l'optimisation indue. Mais bien utilisé, c'est un facteur à la fois pour des PME, j'ai donné l'exemple de MusiWave, de se créer, de se développer, et pour des investisseurs internationaux ou des grands groupes, d'avoir un regard différent sur le territoire français. Sans dévoiler aucun secret particulier, lorsqu'il y a des décisions d'investissement qui sont faites, il y a un check qui est fait d'un certain nombre d'éléments, la dimension fiscale, la dimension des services publics, la dimension de la qualité de l'enseignement, la dimension de la qualité de l'employabilité des personnes sur le territoire. Parmi tous ces éléments-là, il est clair que le crédit d'impôt recherche compte. Il compte et il permet d'engendrer un certain nombre d'investissements. Et je crois véritablement que la France a... S'il y a un message qui doit passer, j'ai envie de dire qu'à cet instant, on a un message commun. La France est sans doute une terre du numérique, plus qu'on ne l'imagine encore. Il faudrait juste qu'elle ne rate pas le rendez-vous qui est devant elle. Elle a une école mathématique, une école d'ingénieurs, elle a une créativité. Le numérique, le logiciel, que ce soit dans l'algorithme pour les moteurs de recherche, dans le jeu vidéo, que ce soit dans le système d'exploitation, dans la mobilité, c'est à la fois de la science et de la créativité. C'est de la science et de la créativité. Il y a des développeurs qui sont des stars, comme des stars de football. Il faut être capable de les faire naître. Et quand je citais Imagine Cup, ce concours qu'on a monté il y a maintenant presque 10 ans, en 2003, la démonstration qui est faite, c'est que la France est toujours en tête dans les classements à cet égard. Donc, il y a beaucoup de rendez-vous, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas, évidemment, sombrer dans les logiques d'optimisation fiscale. Il ne faut pas rater non plus le développement d'outils incitatifs, à la condition, encore une fois, qu'ils ne servent pas d'optimisation indue. D'ailleurs, l'Université de Valenciennes, de ce point de vue, est très en pointe sur tout ce qui a trait au numérique. Je sais qu'il y a un pôle très actif qui produit les choses et un bel exemple à suivre. Nous partageons totalement cette conviction et cet enthousiasme. Pour ce qui concerne le plan d'investissement Google en France, le centre de R&D, nous n'avons pas fait appel au crédit impôt recherche à date. Oui, je reviens avec les petits litiges qui peuvent survenir avec l'administration fiscale concernant les prix de transfert. Donc j'ai bien compris que Microsoft avait pas vraiment d'accord sur ce point avec l'administration fiscale. Mais qu'en est-il de Google? Avez-vous eu des problèmes du même genre? Nous avons un dialogue avec l'administration fiscale. Il y a eu un premier contrôle dont les conclusions ont été connues en 2010, qui a validé notre organisation. Et il y a un contrôle qui est en cours à ce jour également. Pardon, monsieur le rapporteur, juste pour préciser que le juge administratif a validé la méthode de calcul. Et qu'elle a été validée dans tous les autres pays européens. C'était le seul débat qui restait en suspens avec la France. Oui, merci Président. En tant que parlementaire, ce qui nous importe, c'est défendre les intérêts de la France en général et de l'importance que nous pouvons attacher au développement du numérique. Je crois que là, il faut trouver toutes les pistes et les bonnes pistes en la matière. Moi, j'étais ingénieur informatique dans le groupe Paribas en début de carrière et j'ai beaucoup travaillé sur des outils. Et à l'époque, on avait d'excellents traitements de texte et Microsoft s'est imposé au niveau international avec des outils qui étaient bien inférieurs aux nôtres. Mais la norme américaine a pris le devant pour des raisons purement, je dirais, d'espace de consommateurs sur le génie de nos propres ingénieurs. Voilà, donc c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, mais maintenant on est dans la boucle Microsoft.
Je voudrais revenir simplement sur... j'aurais plusieurs questions, mais la première concerne Google. Quand vous évoquez, Monsieur Esper, la question de la publicité, vous nous dites ce serait une erreur de taxer la publicité. Mais Monsieur Tassetto, quand vous présentez vos pages, vous nous dites, voilà les publicités, et très vite vous parlez de merchandising, vous nous indiquez qu'il s'agit là de têtes de gondole, et moi ce que je vois très clairement, c'est un grand distributeur qui installe dans son magasin de manière réfléchie ce qu'il veut mettre sur les têtes de gondole et qui fait payer en fait le producteur, et vous êtes en situation de distribution de différents services et différents produits, vous l'avez dit vous-même, des chambres d'hôtes, pour moi ce sont avant tout, c'est un produit, la chambre d'hôtes, et pour moi c'est pas de la publicité, on est vraiment dans un acte de distribution, et comme tout acte de distribution qui apporte sa valeur ajoutée, comme le peut faire une agence qui vend des voyages, comme vous pouvez le faire en vendant tout un ensemble de produits, en les mettant en scène et en les positionnant face à un public très très nombreux qui est de plus en plus utilisateur d'Internet, me semble être par définition non plus un acteur de la publicité, mais avant tout un acteur de la vente. Et à ce titre, il me semble qu'on doit rentrer dans des règles fiscales tout à fait normales, comme elle existe pour n'importe quel magasin. C'est ma première remarque et ma première question. Très bien. Alors, Monsieur Tassetto. Je suis victime de ma tentative pédagogique ratée. Donc nous ne sommes, non mais je plaisante, nous sommes absolument pas, notre statut juridique est très clair, nous avons un statut juridique de plateforme, un distributeur en mode dominant achat-revente et quelqu'un qui achète du produit et qui marge sur la revente du produit, ce qui n'est absolument pas notre cas, puisque ni sur la vente d'espadrilles, ni sur la vente de nuitées, ni sur la vente d'automobiles, nous ne prétendons à la moindre marge commerciale. Nous générons via un clic une relation entre un industriel qui peut être lui-même distributeur d'ailleurs et quelqu'un qui a posé une question. Donc à aucun moment nous ne sommes et nous nous percevons comme des distributeurs. On est davantage un support publicitaire sur lequel les annonceurs choisissent de s'afficher. Donc ils ne payent pas pour s'afficher, enfin je ne reviens pas sur ce que Jean-Marc a expliqué, mais en revanche ils payent lorsqu'un internaute arrive sur leur site. Et une précision également, là j'arrive plus à projeter l'écran de tout à l'heure, mais tous les sites internet qui sont au milieu, eux ne payent pas pour figurer au centre, hein, c'est ce qu'on appelle les résultats de recherche naturelle, c'est l'algorithme qui tourne, et ces sites-là, ces sites internet ne payent pas, ne paient rien pour figurer ici, ils se font indexer par le moteur de recherche. Je réaffirme ce que j'ai dit, en fait vous êtes un rayonnage et vous faites payer la présence sur ce rayonnage, c'est une forme de distribution comme une autre. Et pour revenir sur moi-même, j'ai été utilisateur à titre personnel de l'achat justement des premières lignes sur mon propre nom, parce que quand on cliquait sur mon nom, on tombait sur une attaque dont j'avais fait l'objet par un site des Bahamas, et donc je ne pouvais rien faire contre ce site. Et pour éviter que mon nom soit sali par ce site, j'étais obligé d'acheter vos premières lignes pour pouvoir me protéger, ce qui est complètement paradoxal. Donc j'ai payé de manière, et je continue à payer chaque fois qu'on clique sur mes propres sites pour me protéger du fait qu'en première ligne arrivait l'injure dont je faisais l'objet par ce site. Et je suis toujours dans cette situation-là. Donc je trouve qu'il y a aussi un problème de moralité. Je veux dire que la difficulté à laquelle on est confronté par par tous ces outils Internet en général, c'est qu'on est transfrontalier, on dépasse complètement le cadre, vraiment le cadre de la moralité dans un certain nombre de situations. Moi je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire en la matière. Et vous êtes un acteur dominant sur le marché, donc je pense que vous avez là des clés extrêmement importantes à mettre en œuvre. Google propose des outils pour adresser ce genre de situation, notamment lorsqu'il y a des résultats qui figurent qui sont illégaux. Par exemple, la semaine dernière, on a, dans le domaine de la protection du droit d'auteur, on a publié le nombre de liens qui sont retirés chaque mois, chaque jour, par Google à la demande d'ayant droit. Donc on a des outils pour
pour permettre d'adresser ce genre de situation dans le respect des règles, du cadre juridique, pour pas évidemment tomber dans un autre extrême. Et juste concernant le message sur la fiscalité, notre message n'était pas de dire que notre activité échappe à toute fiscalité, c'était de dire que ce serait risqué de créer une taxe spécifique à Internet, quelque chose qui singularise Internet. Mais non pas de dire qu'on devait échapper à toute fiscalité. Sur la taxe sur la fiscalité, elle existe ailleurs en Europe? Vous voulez dire la taxe sur la publicité? Sur la publicité, sur la taxe Internet. Est-ce que d'autres parlements ont eu cette bonne idée? Ce serait une première, à notre connaissance, ce serait une première européenne mondiale. Alors si je comprends bien, nous sommes en retard. Vous avez cité des chiffres tout à l'heure sur l'Allemagne, l'Angleterre, la France. C'était 100, 100 et 40. Ce sont les chiffres du e-commerce, oui. Sur le e-commerce, sur le développement du e-commerce. Actuellement, ce sont des chiffres de quand? De 2011, de 2012? Ce sont les chiffres 2011. 2011. Donc en réalité, notre pays est en retard dans ce domaine. On peut considérer cela comme ça ou on peut considérer une évolution on peut considérer que notre correspond à un plan stratégique de développement de votre part ou c'est un phénomène général? Est-ce qu'il y a un retard de notre pays dans ce domaine? Il y a un retard. Notre pays est bien sur le 45e parallèle, puisque quand on étudie la situation de l'Europe du Sud en termes d'impact d'Internet au PIB, on est sur l'Italie, sur l'Espagne avant le choc majeur de la crise, sur des chiffres encore une fois 2011, on est sur 2,2, 2,3%, la France à 3,5% et le Royaume-Uni était déjà à 5,5%. Donc on a un phénomène Europe du Nord. Comme l'a dit monsieur, il y a une espèce de paradoxe français. Les individus français sont extrêmement technophiles, très en avance dans leur équipement à l'Internet. Ce sont les entreprises et les corporations qui sont en retard. La France est 21e pays sur 27 des pays de l'OCDE en termes d'équipement des PME en site web. Et ne pas avoir un site web au jour d'aujourd'hui, c'est avoir un commerce sans boutique, sans vitrine. Donc voilà, ce sont tous ces éléments de l'écosystème. Si on le dit en positif, on a une formidable potentiel de croissance des PME en particulier, des artisans, des commerçants. Nous avons signé il y a un mois un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et son dynamique président Pierre Pfister, où nous avons contribué à aider des artisans, des commerçants, des PME à venir en ligne. Nous avons 12 coachs sur le terrain qui ont fait du porte-à-porte et qui ont passé du temps avec des commerçants pour leur expliquer, puisque leurs voisins commerçants étaient en ligne et eux ne l'étaient pas. Donc je pense qu'il y a un très gros enjeu de pédagogie de l'environnement et de l'écosystème, puisqu'on a devant nous un fort poumon de développement. Alors, monsieur Mossé, on a un potentiel, on a une créativité, mais en termes de chiffre d'affaires ou d'efficacité commerciale et donc fiscale, pour ce qui nous intéresse, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Je voudrais d'abord dire que le numérique ne se limite pas au e-commerce. Parce que depuis quelque temps, le sentiment, c'est que lorsqu'on parle d'industrie numérique en France, de digital, on pense que ça se limite effectivement à des plateformes de vente. Le e-commerce a un rôle très important à jouer, c'est tout à fait essentiel. Mais ce qui me paraît tout aussi important lorsqu'on parle de filière industrielle d'excellence, c'est de ne pas oublier ce qui est au cœur de tout cela, ce sont les plateformes technologiques, notamment les éditeurs de logiciels. Parce que derrière tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a du logiciel, il y a du code qui est écrit, et il y a du développement industriel. Il y a deux modèles économiques à cet instant. Le modèle du e-commerce et le modèle du moteur de recherche, c'est un modèle fondamentalement tourné vers la publicité. Le modèle de l'édition logicielle, c'est un modèle de R&D, d'innovation, avec des risques de marché très importants. Et ce modèle-là, la France a des champions. Dassault Systèmes est un champion mondial de cet univers. Cégide est également un champion. On pourrait en citer un certain nombre. Encore une fois, ce qui me paraît tout à fait essentiel lorsqu'on parle de l'écosystème, c'est bien évidemment de ne pas négliger, et il ne faut surtout pas pénaliser le e-commerce français, ce serait bien dommage, mais il ne faut pas considérer que le développement du numérique, la filière d'excellence, ne soit que l'e-commerce. Il y a toute l'industrie logicielle. Je parlais d'Euratech tout à l'heure par rapport à Lille. On a pu avoir des partenariats avec la ville de Lyon, avec la ville de Paris pour faire monter en avant ces startups. On peut tout à fait avoir en France le Microsoft, le Facebook, le Google, le Apple de demain, dès lors qu'on veut bien faire en sorte de regarder ces filières d'excellence et
de les développer. De ce point de vue, si je puis me permettre, on quitte un instant le terrain de la fiscalité, mais ça n'est qu'à moitié éloigné si l'on parle de politique industrielle de redressement productif. De quoi s'agit-il à cet instant? Il ne s'agit pas simplement de faire descendre d'en haut une vision qui dirait voilà la filière qui va bien, mais d'essayer de faire monter des projets depuis le terrain, depuis ces PME, depuis ces start-up, y compris avec les collectivités locales, y compris en partenariat avec les grands groupes, pour essayer de les faire monter en puissance. C'est ça qui me paraît tout à fait essentiel. Tous les bons exemples qu'on voit, et le programme BISPARC qu'on a mis en place depuis 2005, c'est un travail avec les incubateurs locaux, des collectivités locales, éventuellement des mécanismes incitatifs comme le crédit impôt recherche, dont il convient encore une fois d'éviter les déviances dans l'utilisation que certains peuvent en faire, et d'essayer de faire monter comme ça des pépites. Ça ne vient pas d'en bas. Dans le monde numérique, ça ne peut plus venir d'en bas. Ce sont des plateformes, et ça viendra nécessairement de ce terrain avec ces entreprises françaises qui, encore une fois, se fondent sur une excellence française qu'on nous envie. Et ce n'est pas simplement la question de la taille. Israël est un formidable pays en matière de création numérique. Israël est un grand pays de l'édition logicielle. Et simplement, c'est la manière dont on se projette sur l'international qui est tout à fait essentielle. Ce que j'évoquais sur le programme BISPARC, on aide des start-up à venir vers l'international. Le marché français est trop étroit à cet égard. C'est le marché européen et le marché mondial. Comment on crée cette logique partenariale? C'est celle dans laquelle on s'est inscrit. Des grands groupes, des PME, des collectivités locales ou la puissance publique nationale peuvent travailler ensemble pour développer un écosystème. C'est comme ça que ça fonctionnera. Ce n'est pas en fermant le marché, c'est en l'ouvrant. Quelles sont les déviances du crédit impôt recherche que vous avez cité, M. Mosset, par exemple? Celles que j'ai lues dans les rapports parlementaires. Vous êtes bien informé. Très concrètement, revenons un peu à la fiscalité. Si je fais 10 achats d'euros sur le e-commerce ou 10 achats dans les circuits habituels, au niveau fiscal, il y a une différence, j'imagine. Ça ne se passe pas de la même manière? Donc, concernant Google, un annonceur qui dépenserait 10 euros pour acheter de la publicité sur des pages de recherche de Google, il n'y a en fait pas de différence avec un autre support, dans la mesure où, donc là ce qui est en jeu c'est la TVA, hein, dans la mesure où c'est une relation, ce qu'on appelle B2B, hein, entre professionnels, et donc dans ce cas-là, Google ne facture pas la TVA irlandaise, c'est l'annonceur qui, dans son autoliquidation de TVA, applique en fait la TVA française. Sur la fiscalité, on a parlé des entreprises, on a bien compris que pour vous c'est un critère de compétitivité. Sur les individus, est-ce que ces chercheurs, ce bouillonnement qu'il y a, est-ce que ça peut être une préoccupation, la fiscalité, est-ce que vous avez d'ores et déjà un sentiment, quelque chose sur ce plan-là? Ça ne les préoccupe pas pour l'instant? Je veux dire que c'est convaincre un ingénieur basé à Zurich de venir travailler à Paris, c'est un sujet. Fait qu'on a besoin de faire des calculs, évidemment, pour les convaincre. Et il y a un deuxième élément, je dirais, il y a les chercheurs, et j'étais vendredi dernier à Sophia Antipolis à l'invitation du sénateur Lafitte, et ce qui nous semble, c'est le génie est là, le capital développement est là, c'est le capital d'amorçage qui n'est pas là. C'est-à-dire on voit, face à ce foisonnement et cette richesse créative des ingénieurs français, une difficulté dans toute la partie amorçage, c'est-à-dire trouver 5 millions d'euros c'est facile, trouver 50 000 euros c'est extrêmement compliqué. Donc chez vous, chez Microsoft, il n'y a pas de problème sur ce plan-là pour l'instant? Il n'y a pas de problème, mais ce qui vient d'être dit est exact. C'est-à-dire que ce à quoi il faut s'atteler, c'est la capacité de développement. Les programmes qu'on a montés, c'est effectivement la possibilité pour un certain nombre de start-up d'entrer en lien avec des capitaux risqueurs. Et on sait qu'en France, il y a moins de capitaux risqueurs. D'ailleurs, en France, on dit capitaux risqueurs et c'est plutôt des capitalistes d'aventure aux États-Unis. Le mot est un petit peu révélateur. Mais il y a beaucoup moins en France qu'en Angleterre ou aux États-Unis de capitaux risqueurs à cet égard. Donc c'est là qu'on trouve une difficulté qui est sans doute pénalisante. Si je peux ajouter un point également tout à fait essentiel pour des start-up notamment, au-delà du chercheur chercheurs qui trouvent, oui, c'est Boris Vian disait ça très bien, les chercheurs qui trouvent, on en cherche, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais le fait est, et ça c'est tout à fait essentiel, c'est que pour une start-up,
la stabilité du cadre juridique et fiscal, la prévisibilité sont des éléments tout à fait essentiels. La sécurité juridique et la prévisibilité sont des éléments essentiels lorsqu'on fait un business plan, lorsqu'on veut se projeter, lorsqu'on veut attirer des capitaux, lorsqu'on veut faire des tours de table. Un changement permanent de la loi, du règlement, de l'environnement légal et réglementaire, c'est pénalisant. C'est pénalisant et je pense que cet élément-là doit tout à fait être présent à l'esprit lorsqu'on parle de ce sujet. Oui, sur le taux d'imposition, quel est le taux effectif d'imposition pour vos deux groupes en France et dans les pays étrangers? On a parlé de l'Irlande, mais on n'a pas forcément parlé des autres pays. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés là-dessus, précis? Alors, en France, pour ce qui concerne Google France SARL, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 68 millions d'euros, nous avons payé un peu moins de 30 millions d'euros de taxes et d'impôts en 2011. Le groupe Google Inc., donc là le chiffre qui est public, c'est 21% de taux d'imposition. Et Microsoft, vous avez... Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas vous donner les chiffres consolidés de toutes les taxes parce que il faudrait que je regarde ces chiffres exacts. Je peux vous donner l'IS, mais je peux vous les communiquer. Je peux vous donner la masse salariale avec également la participation. Je vous donnerai tous ces chiffres précis qui sont pour l'essentiel au-delà de ce qu'on vient d'entendre. Pour les 21% de Google, l'IS représente quelle part là-dessus? Sur les 30 millions d'euros en France. Et pour la part France, donc... C'était 30 Un peu millions moins de sur 30 millions sur 60 millions. Donc en IS, ça fait combien ça? En IS, ça fait 8 millions. 8 millions, oui. D'accord. Parce que vous payez beaucoup d'impôts là sur 60 millions. C'est 8 plus toutes les taxes afférentes aux rémunérations et à la partie sociale. D'accord. Dernière question pour ma part. Excusez-moi, monsieur le rapporteur, du coup, si j'isole l'IS, je cherchais à isoler l'IS, pour l'année 2011, c'est 21 678 455 euros. Et la masse salariale, incluant la participation, est de 141 millions. Et là, pour l'imposition, je ne parle que de l'IS, qui est passé en fait de 14 millions en 2008 à 21 millions en 2011. Ça n'est que l'IS, évidemment, il faut y ajouter tous les autres éléments que je vous indiquerai. Nous sommes sur un modèle de commission coût plus pourcentage des ventes de Miol en France, qui est parmi les plus élevés. Le 21% de taux d'imposition, c'est bien Google Inc., selon les documents remis à la SEC, à la SEC aux États-Unis. 21, donc c'est le taux moins. Et concernant Google, la presse a évoqué les démarches de l'administration fiscale avec l'hypothèse de redressements fiscaux, on parlait de plusieurs dizaines de millions d'euros. De façon générale, sur quelle base juridique ou factuelle une entreprise multinationale peut-elle contester l'existence en France d'un établissement stable et la réalisation d'un, entre guillemets, cycle commercial complet? Alors là, je dois avouer que c'est une question qui dépasse mes compétences dans le domaine de la fiscalité. En revanche, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas eu de redressement fiscal pour Google en France. Négociation avec l'administration, il y a eu une transaction Il y a un dialogue en cours, un contrôle en cours. Voilà. Oui, tout à l'heure... Oui, et tout à l'heure, vous avez, j'ai été attiré par une de vos réflexions. On a dit, nous n'avons pas de problème pour trouver 500 000 euros, mais des difficultés pour trouver 50 000 euros. Alors, ma question, c'est quel faudrait-il faire sur le plan législatif dans notre pays, en France, pour encourager les capitaux risqueurs à aider les TPE, à venir en aide aux TPE? Oui, effectivement, mon constat d'homme de terrain et fréquentant les incubateurs, les start-up et y compris les fonds d'investissement m'amène à faire ce commentaire sur les dispositions à prendre pour encourager cet investissement qui doit être considéré comme un investissement d'aventure positive et pas comme un investissement de risque. Je veux dire que là, ça dépasse mes compétences. Mais nous avons eu la visite il y a 2 mois
du premier investisseur qui a mis les 50 000 premiers dollars dans Google. Voilà, le sujet, c'est ça. On aurait été plusieurs à vouloir le faire, mais en tous les cas, je fais partie de clubs technologiques. Nous entendons toujours la même ansienne, c'est-à-dire, on me remet, j'ai des capitales développement maintenant qui me proposent des millions d'euros. C'est pas maintenant que j'en ai besoin. J'en avais besoin de beaucoup moins au tout début. C'est ce qu'on entend quand, sur la base du projet Etalab, nous créons une compétition, nous aussi, à l'instar de ce que fait Microsoft, pour que des développeurs créent à partir des données publiques et je l'espère s'enrichissent. C'est aussi ce que nous renvoient ces développeurs. Je suis désolé de ne pas pouvoir apporter de contribution plus importante. Très bien, mesdames, messieurs, il me reste à vous remercier pour votre contribution aux travaux de notre commission. Et vous nous avez éclairé sur l'activité numérique et ses perspectives. Merci. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Pour revoir ces auditions, notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3. Bonne fin de journée à tous.